d'après l'exposé, les différents exposés qu'on a entendus aujourd'hui, on comprend bien, je pense qu'il n'y a personne ici qui n'est pas convaincu qu'il y a des inégalités à l'école et que ces inégalités ont essentiellement pour base l'origine sociale. Juste par exemple concernant les redoublements, quand vous regardez le premier décile, c'est-à-dire les 10%, les chiffres que je vais citer maintenant viennent des enquêtes PISA. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ça n'a pas d'intérêt ici, mais c'est juste des enquêtes internationales qui sont menées à laquelle la Belgique participe et dans lesquelles on pose un certain nombre de questions à des élèves de 15 ans dans différents domaines. Mais à partir de ces enquêtes PISA, on a aussi des informations concrètes sur le retard scolaire ou pas, les filières que fréquentent les élèves, etc. Et par exemple, on voit que dans le premier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres, il y a pratiquement 70% d'entre eux qui, à 15 ans, sont déjà en retard scolaire. Et quand vous regardez dans le 10e décile, donc à l'autre extrémité, les 10% les plus riches, vous en avez un peu plus de 20%, ce qui, ceci dit, est encore énorme quand on compare à d'autres pays et qui montre que le redoublement en Belgique est pratiqué de manière vraiment de manière très importante, et ça aussi, ça mérite une réflexion d'ailleurs, mais vous voyez quand même qu'entre un peu plus de 20% et presque 70%, il y a vraiment une marge très très importante, et ça, c'est un élément très fort. Autre élément aussi qu'on peut retirer des enquêtes PISA, et ça a été mentionné par un intervenant ou une intervenante, je ne sais plus, de la coalition, quand vous prenez les filières générales, le premier décile, vous en avez encore plus de 80%, 85% qui sont dans le général à 15 ans. Il y a un nombre d'1% qui est dans le professionnel. 85%, après le reste est dans le technique évidemment. Quand vous prenez le premier décile, donc les 10% les plus pauvres, vous en avez 25% qui sont dans le général à 15 ans, 25% par rapport à 85%. Vous en avez encore un nombre plus important, 25-30% qui sont en professionnel, le reste en technique. Et quand je dis le reste, pas tout à fait, il y en a plus de 10% qui sont tellement en retard, donc ça veut dire au moins 2 ans, qui sont dans le premier degré encore. Sans compter une surreprésentation des milieux populaires dans le spécialisé. Tout ça est extrêmement choquant parce qu'il n'y a évidemment aucune raison de penser qu'il y a plus de handicap au niveau des pauvres qu'au niveau des riches. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le spécialisé et qui n'ont rien à y faire. Donc voilà, tout ça c'était quelques éléments que je voulais partager avec vous. Bon, j'espère que ça aurait été plus parlant d'avoir des chiffres et des graphiques, mais voilà, je vous le dis comme ça. Alors maintenant, reste la question de qu'est-ce qu'on fait parce que cette situation est inacceptable. Je pense que là, je n'ai pas besoin d'argumenter. Ça a été largement dit et redit. C'est des situations totalement intolérables. Vous savez qu'un médecin, quand il prend une décision de soigner quelqu'un, il doit d'abord faire un bon diagnostic. Donc, il faut d'abord bien évaluer quelles sont les causes. Alors, c'est très complexe tout ça, et je ne vais pas rentrer dans... Voilà, par exemple, vendredi, je vais parler devant des enseignants à Liège. On m'a donné 1h30 pour faire un peu un exposé là-dessus, donc je ne peux pas, là, maintenant, ici, commencer à rentrer dans les détails et dans les explications techniques, mais je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a 3 grands types de causes. Il y a des causes structurelles, je vais y revenir tout de suite, c'est-à-dire qui sont liées à la manière dont notre système éducatif est organisé. Ça, c'est une chose, je vais y revenir. Il y a... Et Christine l'a très bien mentionné, j'ai rien à rajouter, la non-gratuité, elle a très bien montré à quel point la non-gratuité était en soi une cause d'inégalité, je dirais de manière directe, comme elle l'a expliqué, et aussi de manière indirecte, parce qu'elle joue aussi sur la question du marché scolaire. Je vais y revenir très rapidement aussi. Et puis il y a quand même aussi une 3e cause, qui est effectivement le fait que l'école, très souvent de manière inconsciente, il n'y a pas de mauvaise volonté par rapport à ça, en tout cas dans le chef des enseignants, dans le chef même des directions, n'adopte pas ce qu'on appelle le rapport au savoir des classes populaires. Et elle adopte une autre manière de voir les choses, qui fait que souvent les classes populaires, les enfants des classes populaires ne se sentent pas à l'aise à l'école pour différentes raisons. Et ça, c'est pas une fatalité. Je veux dire, c'est pas, on peut très bien apprendre les mêmes choses avec autant d'efficacité, etc., mais simplement en les abordant d'une manière qui soit peut-être plus parlante pour les jeunes de milieu populaire, en montrant par exemple l'intérêt de ça. Et quand on dit l'intérêt de ce dont on parle, ça ne veut pas dire pour aller faire ses courses, ça veut pas dire forcément pour le métier qu'on va faire plus tard. L'intérêt en tant que citoyen de savoir un certain nombre de choses. Et donc ça souvent c'est pas clairement abordé quand on parle. Je peux vous dire qu'il y a une énorme ignorance. Christine parlait de la formation des enseignants. C'est incroyable. Il y a dans les enseignants, dans les futurs enseignants, une ignorance énorme de la réalité en termes d'inégalité, en termes de rapport au savoir dans les différents milieux sociaux, etc. De temps en temps, il y a des profs
de haute école, des formateurs d'enseignants qui invitent Nicorir tout moi ou quelqu'un de la PED, peu importe, à venir exposer nos positions par rapport à ça. De temps en temps, il y a des écoles qui organisent des journées pédagogiques dans lesquelles ils nous invitent. Et souvent, je peux vous assurer que les profs font des yeux, mais ils écarquillent, c'est terrible pour eux, ils découvrent des choses, ils tombent des nues souvent. Et ça, c'est quand même incroyable, parce que ça veut dire que ça dépend de la bonne volonté des quelques personnes qui nous invitent. Elle parlait de la formation des enseignants. Enfin, on est c'est en débat pour l'instant, la formation des enseignants. Vous savez qu'on va l'allonger, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bon, c'est ça. Je pense que le débat, il est vraiment là. S'il n'y a pas un cours de sociologie de l'éducation, c'est vraiment terrible. Je veux dire, ça ne peut pas dépendre de la bonne volonté d'un là ou l'autre directeur d'école ou là ou l'autre professeur de haute école, que les enseignants, que tous les enseignants, que les futurs enseignants soient au courant de la réalité des inégalités sociales à l'école, soient au courant des diagnostics qu'on peut faire sur les causes de ça. Je veux dire, cette ignorance-là fait partie des causes. D'abord, je voulais vous dire que la pauvreté n'est pas toujours visible. Quand on parle de la pauvreté, on pense à des gens qui dorment sur la rue, aux sans-abri qu'on peut côtoyer. Mais la pauvreté, c'est aussi un enfant sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles. Et ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans nos classes. La deuxième chose à dire, c'est que la pauvreté tue. L'espérance de vie à la naissance est liée à la pauvreté. Alors j'avais un très beau schéma, que vous verrez, qui indique que pour les personnes ayant le niveau socio-économique le plus bas, il y a 4 ans de différence d'espérance de vie avec ceux qui ont le niveau socio-économique le plus haut. Ensuite, je voulais parler un petit peu de la répartition de la pauvreté à Bruxelles. Et signaler un chiffre qui est vraiment, qui m'a vraiment interpellée, c'est la situation de la commune de Saint-Josse, qui est la commune la plus pauvre, non pas uniquement de Bruxelles, mais de la Belgique, avec un revenu médian de 8 824 € par an. Donc je vous laisse imaginer comment on vit avec 8 824 € par an. Ensuite, vous avez Molenbeek avec 10 350 € par an, Anderlecht, Schaerbeek, Bruxelles-Centre, Saint-Gilles, Koekelberg, certains quartiers de Laken. Tout ça, pour Koekelberg, on ne dépasse pas 13 000 € par an, un petit peu moins. C'est dans les communes les plus pauvres que les retards scolaires sont les plus importants. À Saint-Josse-Tenôtre, par exemple, il y a plus de 25% d'élèves en première année du secondaire avec au moins 2 ans de retard. Donc vous imaginez, hein, en fin de primaire, 2 ans de retard. À Saint-Josse, plus de 25%. Alors, pour les jeunes, je parle ici des jeunes de moins de 25 ans. La proportion de demandeurs d'emploi ne percevant rien du tout est passée de 44% en 2006 à 64% en 2016. Alors, pourquoi un tel décalage? Il faut tenir compte des mesures qui ont été prises au fédéral pour exclure les jeunes du chômage, pour ne pas leur donner d'allocations d'attente, etc. Les allocations d'attente ont été supprimées pour pas mal de gens. Donc on est passé de 44% en 2006 à 64% en 2016. Les activités culturelles sont évidemment importantes pour les jeunes, mais aussi pour lutter contre la détresse liée à la pauvreté, pour se changer les idées, etc. Mais ces activités sont les premières à souffrir de la précarité, évidemment. J'ai mis en parallèle ce fait avec le fait que chez les plus pauvres, 4 personnes sur 10 ne se soignent pas correctement, c'est-à-dire ne se soignent pas ou reportent des soins nécessaires. La proportion de ménages avec enfants qui n'ont pas de connexion Internet, je parle de ménages avec enfants, hein, donc pas des personnes isolées, âgées, etc. Ménages avec enfants
qui n'ont pas de connexion Internet est 2 fois plus élevé à Bruxelles, avec 12,3%, qu'à l'échelle de la Belgique, avec 5,1%. Voilà, c'était, je trouvais, les chiffres parlants pour expliquer un petit peu la pauvreté à Bruxelles. Ces chiffres proviennent du SPF Économie et sont reprises dans le rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2016. Celui de 2017 n'est pas encore sorti, c'est un petit peu trop tôt. Donc je me suis basée sur le rapport bruxellois de la pauvreté 2016. Je doute que ça se soit amélioré en un an. Nous sommes simplement un groupement de citoyens, d'abord. Je veux dire, on est des parents, il y en a qui ne sont pas parents, il y en a qui sont issus de milieux populaires, il y en a qui ne sont pas issus de milieux populaires, il y en a qui travaillent dans des organisations, il y en a qui ne travaillent pas dans les organisations. Sur ce quoi on est d'accord, principalement, Christine l'a déjà évoqué, c'est sur le rôle de l'école. C'est-à-dire, il y a le rôle de l'école qui est explicite, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la socialisation, c'est les apprentissages. Et puis, il y a son rôle implicite, qui est la reproduction des inégalités sociales. Et ça, c'est un paradigme. Hein. Mais il nous semblait, nous, de notre place, de là où on est en tant que parents, issus de milieux populaires aussi, même s'il y en a parmi nous qui ont fait preuve de mobilité sociale, hein, c'est pas la question. C'est-à-dire de dire à un moment, l'école, on va la réformer pour tous. Nous, ça nous saoulait cette parole-là à un moment. On dit non, pas pour tous. On sait qui déguste à l'école, qui est en échec à l'école. Je veux dire, les chiffres et les statistiques sont explicites. Je veux dire, quand on voit qui fréquente, je veux dire, la population qui fréquente, les enfants qui fréquentent, les filières techniques et professionnelles, c'est une grosse majorité des classes populaires, des enfants issus des classes populaires. Et quand on voit qui fréquente les études humanitaires, etc., c'est l'inverse, c'est les classes favorisées. Vraiment, ça c'est explicite. D'ailleurs, c'est un de nos outils pour quand on aborde avec des gens vraiment issus de ce milieu-là, les gens nous disent on est choqués. Je veux dire, ils sortent d'une torpeur comme ça où ils ne sont pas au courant qu'il y a ce déterminisme-là qui existe. Hein. Donc c'est sur ça qu'on est d'accord, c'est-à-dire de poser la focale sur cette question-là, c'est-à-dire que quand il y a une réforme qui s'engage, et on est dans un moment peut-être historique pour cette question-là, de dire ok, les enfants pour tous, mais nous, voilà, en tout cas en tant que parents de milieux défavorisés, et outre, comme moi d'ailleurs, moi je me suis engagé, mais j'ai des enfants effectivement, mais ils sont grands, ils sont adultes, ils sont autonomes maintenant, mais j'ai eu mon propre parcours scolaire, je veux dire, donc ça compte aussi dans mes souvenirs, dans mon expérience, de dire non, il y a quelque chose qui ne va pas, et comme l'a souligné également Christine, c'est-à-dire qu'effectivement on est face comme ça à une relégation de masse de cette population-là, des personnes issues de cette population-là, mais même en technique et en professionnel, ça ne fonctionne pas non plus. C'est pas parce qu'ils passent de l'humanité, on les met en technique et en professionnel, qu'ils réussissent ou qu'ils ont un diplôme. Non, ça ne marche pas. Voilà, il y a un gros souci à ce point de vue. Donc voilà, on est dans une démarche vraiment d'interpeller les responsables politiques sur cette question-là et de dire, ok, réfléchissons l'école pour tous, mais quand même avec un œil attentif à ce qui se passe pour les enfants issus des milieux populaires. Alors, où en sommes-nous dans cette démarche? Donc j'ai oublié de dire quand nous on s'intitulait Coalition des parents issus de milieux populaires, on dit entre nous en construction. Hein, donc ça se fait. Donc moi j'ai adhéré à peu près il y a 2 ans comme ça, mais ça existait un peu avant. Donc dans la première année on a vraiment réfléchi à élaborer une charte d'abord pour que les gens qui adhèrent avec nous à ce mouvement-là, savent à quoi ils adhèrent. Et puis, on a réfléchi à un plan d'action aussi sur du long terme. C'est du long terme, cette affaire-là, évidemment. On n'est pas dans des effets d'annonce. Hein. Donc, on est vraiment dans du travail quotidien, mais avec qui on ne s'est pas dit on va aller sonner au porte-à-porte pour faire adhérer les gens. Donc, on sait que les milieux populaires fréquentent beaucoup le tissu associatif.
Donc on a dans une deuxième phase contacté toutes les associations qui travaillent avec ce public, hein, École de devoir, collectif d'alphabétisation, Christine, enfin voilà, toutes les personnes qui travaillent avec ce public défavorisé. Et par eux, on est en train de petit à petit d'atteindre ce public-là et de vraiment être dans une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire conscientisation, responsabilisation et action, je veux dire, qui viendra à terme. C'est vrai que nous sommes seuls, quand nous sommes seuls, on est faibles, mais ensemble, on se sent plus fort. On se sent plus fort d'abord en s'engageant dans des comités de parents. Et être ensemble et se défendre. Parce que parfois, quand il y a des cas qui se présentent dans l'école, où un enfant issu du milieu populaire, il est vite inculpé qu'un autre enfant. Donc c'est là où cette solidarité entre parents peut jouer. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on peut compenser cette pauvreté matérielle en s'engageant dans l'école, en faisant de la politique à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour essayer de changer les choses d'abord au sein de l'école, à notre niveau. Hein, donc on ne peut pas révolutionner le système, mais déjà avoir un comité de parents dans lequel les personnes issues de milieux populaires, parce que bon, c'est vrai qu'on a à côté de soi des gens qui sont mieux lotis, mais là, il faut faire l'effort d'aller dans ces écoles malgré qu'on est issu de milieux populaires et de ne pas dire « mais non, je reste dans mon quartier, ben, je ne peux pas m'aventurer à aller dans une école de personnes soi-disant huppées ». Non, il faut faire le pas et s'engager et défendre son point de vue. J'ai dû beaucoup me battre avec l'école parce que des fois on n'est pas forcément bien comprise. Et quand l'enfant trouve des difficultés au sein même de l'école, des fois c'est nous en tant que parents, parce que là je parle vraiment avec mon expérience et mon cœur, quand on se sent seul et que personne ne vous aide pour vous expliquer pourquoi il va bien ou pourquoi il ne va pas bien, vous devez faire vous-même vos propres démarches pour aller trouver telle ou telle personne et essayer de comprendre comment aider votre enfant à aller de l'avant. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, je l'ai mal vécu parce que c'était compliqué et il fallait vraiment que je trouve des solutions. Mais l'école ne m'a pas du tout aidée. Grâce à des écoles de devoir où on pouvait parler ouvertement de nos problèmes, parce qu'à l'école, des fois, on avait peur d'aller voir soit le directeur ou le professeur, parce que de toute façon, il ne vous aurait pas expliqué les choses clairement, il vous aurait laissé simplement comme ça. Grâce à d'autres personnes qui pouvaient plus ou moins me dire, ben, va voir telle personne, va voir un psychologue, va voir un médecin, va te diriger là ou là. En faisant mes propres démarches, je me suis rendu compte que mon enfant n'allait pas aussi mal que ça. Il fallait simplement pouvoir le comprendre et essayer de l'aider à des moments où lui n'allait pas bien. Bon, je parle de mon fils personnellement. Là, il va très très bien. Mais je veux dire par là que nous, en tant que parents, si on ne force pas les portes ou si on n'essaye pas de comprendre, on est laissé tout seul et on finit de toute façon à un moment donné à diriger votre enfant dans une autre direction que vous forcément n'ayez pas envie. Donc moi de ce côté-là, j'ai chaque fois dû me battre parce que je me disais mais non, c'est pas possible, il n'a pas de problème, mon fils n'a pas de problème. Et heureusement que je me suis écoutée et que j'ai poussé aux bonnes portes et que j'ai rencontré les bonnes personnes qui ont fait que maintenant mon fils va beaucoup mieux. Alors que les gens sont en difficulté avec l'enseignement aussi, il y en a d'autres qui continuent à s'enrichir quantitativement, massivement et à profiter des bienfaits de la vie
Et s'enrichir aujourd'hui, c'est pas seulement s'enrichir dans son portefeuille, c'est s'enrichir par l'accès à la connaissance, c'est s'enrichir par rapport à l'accès à la culture, c'est coloniser les modèles culturels qui occupent notre espace de vie, la manière de loger, la manière d'habiter, la manière d'occuper une ville, mais aussi la manière d'habiter une école, la manière d'exister dans l'école, c'est quels droits les cultures populaires diverses, riches pourtant, pleines de potentialités, ont dans nos écoles, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. On le sait, les rapports de force aujourd'hui sont favorables aux plus dominants, et heureusement, parmi ces plus dominants, il y a des gens intéressants, intéressés et intelligents qui savent que si on réduit les inégalités, la société pourrait être meilleure pour tous demain, mais il y en a toute une partie qui n'ont pas encore compris ça et qui ont décidé que c'était à elles de posséder le plus possible, et donc de posséder aussi la connaissance, de posséder aussi les codes culturels, de posséder aussi les rapports de force, de posséder aussi ce qui fait qu'on peut dominer, on peut avoir le pouvoir et on peut reproduire ce pouvoir. Quand je parle de reproduction, je le dis à peine avec humour. J'ai une nièce qui travaille à l'Europe et qui m'expliquait avec beaucoup d'humour, mais un humour grinçant, tu sais Christine, une fois qu'on est à l'Europe, on rencontre quelqu'un d'autre qui est à l'Europe, on fait un enfant qui travaillera à l'Europe, qui rencontrera quelqu'un qui travaille à l'Europe, qui fera un enfant qui travaille à l'Europe, et comme on ne travaille que dans un cercle étroit et fermé, eh bien, ce sont les référents culturels qui sont les nôtres, dominants, qui vont, à un moment donné, s'appliquer sur l'ensemble de ce qu'on décide au plan européen. Donc j'ai envie de dire que jusqu'au niveau européen, à partir de nos écoles, il faudrait un grand métissage de conditions d'existence, d'origine culturelle, etc., pour changer les choses. On est loin du compte pour le moment, mais on est là pour se battre dans ce sens-là. Et je pense que c'est très important et qu'il faut avoir de la combativité, parce qu'il ne faut surtout pas abandonner. C'est peut-être dans le moment où on est en train de perdre le plus qu'on a besoin de se soutenir le plus. Aujourd'hui, on est un peu comme dans une mauvaise équipe de football qui perd tous les jours, un match. Quand une équipe de football perd tous les jours, j'ai envie de dire que les bons supporters, ils doivent encourager son équipe qui perd, pour qu'elle arrive à marcher, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se serrer les coudes entre ceux qui pensent qu'il y a moyen de gagner un jour, parce qu'effectivement, au quotidien, on est tous en train de perdre un morceau tous les jours, quasiment. J'écoutais la radio aujourd'hui matin, je ne sais pas vous, en circulant, et je me disais, merde, ce gouvernement fédéral aujourd'hui fait bingo, parce qu'aujourd'hui, il a trouvé très habilement la manière d'être dans les médias, avec au moins 3 sujets, il y en avait peut-être plus, moi j'en ai entendu 3 dans les moments où j'ai entendu. Le ministre Franken en Guinée pour dire aux gens surtout ne venez pas, et il n'a peut-être pas tort de dire aux gens surtout ne venez pas, mais c'est extrêmement séducteur pour l'électorat belge de dire voilà un ministre sérieux qui, en plus d'être sévère sur le territoire, fait ce qu'il faut pour aller dire surtout ne venez plus chez nous. Et en même temps, le Premier ministre qui dit le grand plan d'investissement, et dans ce grand plan d'investissement, on va même refinancer par exemple un peu la justice. Alors les gens ne vont plus rien y comprendre, puisque les gens de la justice étaient dans la rue hier. Et aujourd'hui, on dit, mais enfin, de quoi se plaint-elle la justice? Dans le plan de financement, elle va avoir un peu d'argent. Et la troisième information qui sort aujourd'hui en même temps, c'est la remise en question de l'aide médicale urgente. La remise en question de l'aide médicale urgente, puisqu'il y aurait certainement pas mal de tricheurs derrière les personnes qui ont recours à l'aide médicale urgente. Mais quoi de plus séduisant au moment où on sait, et il y a une campagne qui dénonce le fait qu'aujourd'hui l'accès à la santé coûte en moyenne 800 € de plus à chaque citoyen. C'est la fameuse capsule Tam Tam qui dit ça, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir. Donc en moyenne, chaque citoyen dépense 800 € de plus pour l'accès à sa santé sur une année. Quand on dit en moyenne, pour certains c'est 500, mais pour d'autres c'est 1200 en plus par année, ou 2000. C'est variable. Donc c'est extrêmement intelligent le plan de communication qu'il y a derrière nos décideurs fédéraux aujourd'hui. Et vous allez me dire, tout ça est très loin de l'école. Ben non, tout ça n'est pas très loin de l'école. Parce que forcément, les conditions d'existence dans lesquelles les gens sont au quotidien impactent de façon essentielle et majeure l'école. Pourquoi elle l'impacte? Elle ne l'impacte pas seulement dans la vie qui se passe à l'école, mais elle l'impacte parce que, avant d'être dans l'école, les familles sont des parents en train de se débrouiller pour essayer de tenir dans l'existence, avec des conditions de vie toujours plus difficiles, liées à un emploi compliqué qui va être de l'intérim, qui ne sera pas là, qui va être difficile à atteindre, ou qui sera du temps partiel, pas nécessairement bien rémunéré, ou bien qu'on perdra à un moment donné parce qu'il y a une fermeture d'entreprise, des choses comme ça, liées à du logement qui coûte cher ou qui ne sera pas de bonne qualité, etc.
liées, on le disait, à l'accès à la santé qui est difficile. Mais tout ça, c'est très concret parce que derrière les chiffres que vous avez évoqués à Bruxelles, et on pourra en parler pour la Wallonie, mais je me dis que ça ne sert à rien de nous assommer trop, on sait les conditions des gens se dégradent aujourd'hui.